pour cette réflexion sur les ressources humaines disponibles. Maintenant, il faut qu'on arrive à le focaliser avec les opérateurs de l'enseignement français à l'étranger, comment nous essayons avec nos contraintes, mais aussi nos possibilités, à l'adapter. Et c'est pourquoi je vais demander maintenant aux deux principaux représentants des opérateurs, à l'AEFE et la MLF, avec Alain Trintignac et Dominique Collado, qui d'ailleurs, des opérateurs qui travaillent ensemble avec maintenant la création de l'OBEP, de nous dire un petit peu l'actualité de ces transformations. Merci beaucoup. On va commencer par Alain Trintignac pour l'AEFE. Oui. Bonjour à tous. Je voulais d'abord remercier peut-être, ça va mieux en le disant, cette initiative de la part de l'association locale de parents d'élèves et en étroite coopération avec cette direction d'établissement qui a assuré la mise en place de cette belle journée. Merci pour cette invitation. Je voulais vous préciser vous préciser quelques points de notre intervention. Nous allons effectivement parler à trois voix. Dans un premier temps, Dominique Collado va intervenir sur des aspects un petit peu réglementaires et de cadrage de l'action effectivement de nos structures en tant qu'opérateurs de l'enseignement français à l'étranger. Je reviendrai pour ma part quelques minutes sur les leviers dont parlait justement mon voisin de droite, dont peut disposer une agence comme la nôtre, son champ d'action, son cadre de pensée et d'action. Nous reviendrons sur effectivement quelques données chiffrées concernant effectivement l'évolution de la prise en charge dans nos structures éducatives des élèves à besoins éducatifs particuliers et notamment ceux qui sont en situation de handicap, mais pas seulement. Ensuite, nous aurons un tout petit focus aussi sur l'évolution des pratiques de formation des personnels, même si effectivement la formation ne peut pas tout, comme le disait José à l'instant. Elle est probablement tout de même nécessaire, même si effectivement elle n'est pas suffisante. Ensuite, nous aurons un petit focus sur ces questions de formation. Je vous en toucherai deux mots d'une manière un peu globale sur la réalité globale de l'agence à un niveau un peu planétaire. Notre collègue IEN premier degré, Giuseppe Innocenti, ici présent et en face, fera un focus un peu particulier sur la formation telle qu'elle a pu s'organiser jusqu'à maintenant sur la zone ibérique. Et puis, si Dominique m'en laisse le temps encore, mais on va essayer d'être assez rapide. Je m'accorderai bien le droit d'apporter quelques petits mots de conclusion sur la manière dont je perçois tout ça aussi, à l'endroit où je me situe aujourd'hui. Voilà. Donc, Alain, tout ça dans une trentaine de minutes, c'est un challenge à relever. Oui, je vais donc passer, non sans saluer quand même, parce que cette initiative en est un petit peu l'illustration, mais non sans saluer effectivement qu'historiquement, le rôle des familles et des parents, un rôle tout à fait historique dans la manière justement d'aiguillonner un petit peu et de pousser les pouvoirs publics à s'emparer en fait de ces questions de prise en charge du handicap. Et c'est vrai qu'on en a encore la manifestation aujourd'hui, mais derrière, et vous le voyez bien, il faut absolument aussi qu'au-delà de ces initiatives individuelles, collectives, qui peuvent se structurer pour faire avancer un peu la cause, puisqu'on parle aujourd'hui d'inclusion, et vous avez vu tout à l'heure et entendu ce matin qu'effectivement il a fallu du temps et un certain nombre d'étapes pour en arriver là. À un moment donné, les institutions, les pouvoirs publics, les cadrages réglementaires s'imposent pour essayer de donner corps effectivement à cette action et à la mise en place de l'ensemble des dispositifs, des actions, des impulsions nécessaires pour que ce à quoi on aspire tous en fait puisse prendre corps ici ou là. Donc je me tourne vers Dominique qui va justement revenir sur un certain nombre de ces aspects avant de reprendre le témoin juste après. Merci. Alors déjà, je voudrais remercier au nom de la Mission laïque française l'initiative justement de cette association de parents et cette invitation aussi du lycée français de Barcelone. Très brièvement, donc pour vous rappeler que les deux opérateurs que sont l'AEFE et la MLF et qui concernent tout l'enseignement français à l'étranger, les deux opérateurs travaillent vraiment main dans la main. Pour preuve, la lettre qui a été co-signée par les deux directeurs, celui de l'agence et celui de la MLF, et qui a été envoyée aux équipes éducatives, aux chefs d'établissement, aux parents d'élèves, la lettre de 2016 qui montre à quel point cette éducation vers une école inclusive est importante et au cœur de nos réflexions.
Alain et moi-même sommes les référents pour répondre aux questions des parents, des enseignants. Et depuis l'apparition de cette lettre, nous avons reçu beaucoup plus encore de demandes, de questions et auxquelles nous essayons de répondre. Pour être bref, nous avons travaillé pendant de longs mois en interministériel à l'élaboration de la circulaire qui est sortie le 4 août 2017, la circulaire sur les élèves en situation de handicap scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger. Cette circulaire, je vous recommande vraiment de vous l'approprier si vous ne l'avez pas encore fait. Elle a été rédigée donc avec le ministère de l'Éducation nationale, la DGESCO, le ministère des Affaires étrangères, la Direction des Français de l'étranger de l'administration consulaire, l'AEFE et la MLF. Donc là, je ne vais pas vous la citer, mais je voudrais juste revenir sur le préambule de cette circulaire qui rappelle, comme nous l'avons fait plusieurs fois ce matin, la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, et qui repose vraiment le principe fondamental de scolarisation prioritaire des élèves en situation de handicap en milieu scolaire ordinaire, la scolarisation en milieu spécialisé étant l'exception. Le Code de l'éducation donc affirme que le service public à l'éducation veille à l'inclusion de tous les enfants sans aucune distinction, et il consacre une approche nouvelle, quels que soient les besoins particuliers de l'élève. C'est à l'école de s'assurer que l'environnement est adapté à sa scolarité. Les élèves de nationalité française et de nationalité étrangère bénéficient des dispositions relatives à l'inclusion scolaire. Cette dimension a été renforcée dans le dernier plan d'orientation stratégique de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, le plan 2014-2017, en sachant que la dispersion des établissements et le contexte des pays hôtes ne permettent pas l'installation de structures spécialisées comme c'est le cas sur le territoire français. Les articles du Code de l'éducation qui sont cités dans cette circulaire précisent les modalités de mise en œuvre de parcours de formation des élèves en situation de handicap et enfin rappellent les conditions des bourses scolaires à l'étranger qui relèvent du Code de l'éducation. Je voudrais revenir sur un point puisque à la MLF, j'ai aussi en charge le dossier de l'homologation des établissements. Peut-être le savez-vous, mais tous les établissements qui disposent d'une homologation doivent repasser tous les 5 ans dans la moulinette du ministère pour vérifier s'ils sont bien conformes aux attentes et aux critères de l'homologation. Et dans ces questionnaires, que ce soit pour une première demande d'homologation, pour une demande d'extension ou pour un renouvellement d'homologation, il y a 2 paragraphes qui arrivent assez tôt dans le questionnaire et qui concernent l'accompagnement des élèves. Donc le premier paragraphe concerne l'accompagnement des élèves au sens général, c'est-à-dire quels sont les dispositifs mis en œuvre pour accompagner les élèves. Et là, on parle bien de tous les élèves, que ce soit les élèves à besoins éducatifs particuliers ou les autres, puisque effectivement tous les élèves ont des besoins particuliers. Et le chapitre suivant concerne l'inclusion des élèves en situation de handicap. Et là, on demande de décrire les dispositifs pédagogiques, les aménagements des locaux qui permettent l'accueil d'élèves en situation de handicap. L'établissement est-il accessible? Donc là, on voit bien que c'est une préoccupation du ministère. On en a parlé plusieurs fois ce matin, de vraiment s'assurer que cette école soit inclusive. Ce qui veut dire que dans le dossier d'homologation, avant de donner un nouveau label pour l'école, on va s'assurer que cette école répond à ces exigences. Alors, au niveau de l'Agence de l'enseignement français à l'étranger, quels sont les leviers qu'on peut avoir à notre disposition pour faire avancer en fait les pratiques, les politiques d'inclusion scolaire dans le réseau des établissements? Je voudrais peut-être préciser en préalable que nous sommes sur le territoire français en fait. Nous sommes sur le territoire français en fait confrontés, assujettis entre plein de guillemets, à une politique publique d'éducation, mais que s'agissant en fait des établissements français hébergés, installés dans des pays hôtes, nous sommes dans une mission de service public, et ça n'est pas tout à fait la même chose. Ça reprend en partie l'aspect que vient de développer, effectivement, que vient de marquer Dominique à l'instant,
qui consiste à dire effectivement que le réflexe qu'on pourrait spontanément avoir, consistant à une logique de transposition des institutions, des cadres réglementaires, de ceux qu'on connaît en France, en les posant tels qu'ils sont en France à l'étranger, ne tiennent pas. Nous sommes dans une mission de service public. Il ne vous échappe pas en fait que le réseau des établissements français à l'étranger sont soumis de fait à une concurrence avec un certain nombre d'autres établissements. Donc vous avez un mélange là qu'il faut à mon avis avoir à l'esprit parce que tous les cadres réglementaires et toutes les pratiques, toutes les institutions, la combinaison particulière que vous pouvez avoir entre une offre médico-sociale en France et une offre éducative en France ne trouvent pas effectivement les correspondances ou les mêmes résonances dans chacun des pays, sachant qu'en plus vont s'ajouter à cela un certain nombre de considérations. On a parlé des représentations liées au handicap tout à l'heure, mais plein d'autres dispositions, enfin plein d'autres paramètres qui complexifient vraiment à l'envi les situations locales. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut à mon avis avoir à l'esprit parce que nous ne sommes pas dans un mode de fonctionnement identique et tout n'est pas transposable. Et à un moment donné, vous avez aussi à composer non seulement avec le code de l'éducation, notre code de l'éducation, mais aussi avec un droit local avec lequel il faut effectivement négocier dans nos pratiques, entre parenthèses, composer pour qu'effectivement les pratiques éducatives et pédagogiques trouvent leur juste traduction équilibrée localement. Alors, ce préalable étant posé, si vous voulez, on est donc au niveau d'une agence de l'enseignement français à l'étranger avec un certain nombre de leviers. Ces leviers peuvent porter sur un certain nombre de choses. Nous ne sommes pas, par définition, dans les établissements, nous ne sommes pas, a fortiori, dans les classes, mais nous avons besoin, et ça a été l'objet, je crois pouvoir le dire, puisque j'ai intégré l'agence que depuis le mois de septembre, mais je crois pouvoir dire effectivement que sur une profondeur de champ d'environ 5 ans, cette question effectivement de la prise en charge scolaire, éducative des élèves à besoins éducatifs particuliers est vraiment très explicitement et de manière assez volontariste rentrée dans le radar de l'agence. Et j'en veux pour preuve le fait que un certain nombre de personnes avant moi se sont occupées de cette question. Je pense à Myriam Grafto, je pense à Isabelle Picot, à laquelle je succède d'ailleurs, qui ont essayé justement, chacun à leur moment, de professionnaliser, d'outiller la dimension à la fois quantitative et qualitative des besoins éducatifs particuliers des élèves scolarisés dans les établissements français à l'étranger. Pour ce faire, on a commencé à intégrer il y a quelque temps en arrière, et c'est pas vieux, dans une enquête dite enquête lourde de rentrée, un certain nombre de paramètres qui concernent très directement et dont sont issus d'ailleurs les exploitations graphiques que vous allez voir tout à l'heure, un certain nombre de paramètres liés à la réalité, certes quantitative, de ce qui se passe dans le réseau. Donc le rôle de l'agence et le levier de l'agence déjà, effectivement, c'est de se livrer à un travail d'identification des besoins, des signalements, des repérages, à un travail d'identification des dispositifs qui sont mis en place, en référence aux catégorisations qui ont été discutées tout à l'heure, et aussi un peu problématisées, mais il faut bien approcher la réalité avec les moyens qu'on a. Donc ce sont des indicateurs parmi d'autres. Et effectivement, il n'y a pas très longtemps encore, ces possibilités de requête, si vous voulez, statistiques, n'existaient pas. Donc on approche un petit peu plus la réalité, effectivement, de la prise en charge maintenant dans le réseau, à travers une enquête plus spécifiquement dédiée à cela, mais dans le cadre d'une enquête beaucoup plus lourde de rentrée, dont on atteint d'ailleurs le terme aujourd'hui, puisque au moment où je vous parle, 100% des établissements ont dû répondre à cette enquête lourde. Donc on a requêté, on a enquêté, on s'est préoccupé de la réalité, certes quantitative, de la prise en charge de ces élèves dans nos établissements. C'est un premier point. Dans un deuxième point aussi, on pourrait peut-être souligner le fait que j'étais d'ailleurs, il n'y a pas plus tard qu'hier, à une réunion au ministère des Affaires étrangères où le haut fonctionnaire au handicap et à l'inclusion, puisque, entre parenthèses, depuis la parution d'une note du Premier ministre qui doit dater de 18 mois environ, un haut fonctionnaire au handicap et à l'inclusion a été nommé dans chacun des ministères en France. Il y a un comité qui permet effectivement de les réunir régulièrement, et chacun de ces hauts fonctionnaires pour son ministère est chargé justement de faire avancer la cause effectivement de la prise en charge, alors là pour le coup professionnel, de l'accompagnement professionnel des agents en situation de handicap et des agents ayant aussi des enfants en situation de handicap. Et pour ces agents ayant des enfants en situation de handicap qui ont une expérience d'expatriation ou qui s'apprêtent à en avoir une, ben, vous savez, on a tout de suite effectivement la nécessité de devoir s'informer, d'aller chercher la bonne information au bon endroit, au bon moment,
pour voir dans quelles conditions ces enfants, ses propres enfants, pourront être pris en charge, scolairement parlant, dans l'établissement, enfin dans le pays d'accueil. Donc la nécessité de communiquer sur les circuits, sur les dispositifs, sur les institutions locales, en lien et en résonance avec les nôtres en France, est absolument impérative. Et de ce point de vue-là, l'agence, en fait, s'est employée à rédiger, ne serait-ce que 2 foires aux questions basiques, évolutives. Elles ne couvrent pas nécessairement toutes les questions, tous les problèmes, mais de fait, elles sont par nature évolutives et elles sont appelées à évoluer en fonction des autres questions, des autres situations qui peuvent être évoquées et qui peuvent être amenées à expliciter une position, à réexpliquer des procédures. Donc une foire aux questions parents, une foire aux questions enseignants a été déposée dans le centre de ressources du site. Ça n'existait pas auparavant et cet effort de communication existe aujourd'hui. Alors après, effectivement, cet effort de communication au niveau central de l'agence, il faut qu'il puisse être décliné au niveau de chaque établissement, accueillant, très concrètement cette fois, ces élèves à besoins éducatifs particuliers. Et pas plus tard qu'hier, à la même réunion, un certain nombre de parents me disaient « mais ce serait peut-être effectivement pas mal, parce que manifestement, ce n'est pas toujours et systématiquement le cas encore, de faire apparaître sur le site de l'établissement, site public, effectivement les pratiques, les dispositifs qui peuvent être mis en place en faveur de ces élèves, avec le dynamisme pédagogique qu'il y a derrière, avec les pratiques coopératives qu'il y a derrière, et qui existent, parce que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, en fait, nous projette vers une école, si possible, dans une société, dans un établissement et dans une classe, et jusqu'au prof lui-même inclusif. Mais ne perdons pas quand même de vue qu'un certain nombre de choses, même si nous sommes dans la projection de faire avancer cette cause-là, un certain nombre de pratiques, de dispositifs existent déjà, un certain nombre d'acteurs sont de manière très dynamique engagés dans un certain nombre de pratiques vertueuses sur l'accueil de ces élèves, et je pense qu'il faut quand même le souligner, et que ces pratiques existent, on en connaît effectivement les limites, on en connaît les obstacles, on en imagine aussi les opportunités. Donc je pense que, si vous voulez, cet effort de communication au niveau central et au niveau local est important, et je ne serais pas loin de penser que tout ce travail-là de valorisation des pratiques dans le cadre de l'établissement gagnerait sans doute à être beaucoup plus systématiquement développé, présenté au niveau d'un site, comme un volet, comme une base du projet de l'établissement à proprement parler. Parce que ça engage, comme ça vous a été abondamment démontré jusqu'à maintenant, des coopérations entre interprofessionnels, intercatégoriels, autour de cet élève pour faire cohérence, continuité, pour faire pertinence autour de lui. Donc ces éléments sont importants et il appartient probablement à l'agence justement de l'impulser à chaque fois que nécessaire. Je voulais aussi préciser une chose, c'est que depuis 2 ans, dans le cadre justement de la veille, qui s'est construite petit à petit au fil des dernières années, et dans l'intégration, je dirais, dans l'ADN de l'agence, de l'intégration progressive dans l'ADN de l'agence, de cette question de l'inclusion scolaire, a été mis en place en juin 2016 un observatoire des élèves à besoins éducatifs particuliers. Je pense que c'est important à souligner parce que ça a une valeur symbolique forte. Cette instance, si vous voulez, est en quelque sorte une émanation du conseil d'administration de l'agence et elle est composée effectivement d'un certain nombre d'acteurs où les parents sont représentés, les chefs d'établissement sont représentés, les enseignants sont représentés, l'agence est représentée, l'inspection générale est aussi représentée de l'éducation nationale. Les élus à l'étranger sont également représentés. Et cet observatoire a pour vocation, effectivement, de se donner les moyens d'observer, d'analyser la réalité de l'inclusion dans l'ensemble du réseau, d'impulser éventuellement de nouvelles pratiques et de suivre effectivement l'évolution de ces impulsions, ou en tout cas des recommandations qui peuvent être données. Un autre levier, évidemment, que cet observatoire qui a à connaître ce qui se passe sur cette question-là est celui évidemment de la formation des personnels. Alors évidemment, on va vous en toucher 2 mots tout de suite, mais c'est vrai qu'au niveau de chaque zone couverte par l'agence, on a aujourd'hui dans le plan de formation de zone, plan de formation professionnelle de zone, un certain nombre d'actions qui se mettent en place. Elles ont probablement vocation à s'enrichir, à devenir de plus en plus interdegrés, de plus en plus intercatégorielles. Elles doivent aussi probablement s'enrichir dans leurs modalités. Mais en tout état de cause, ces choses-là sont aujourd'hui et très clairement
et de manière volontariste dans le radar, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Je pense que c'était vraiment important de le signaler. Je passe tout de suite la parole à Dominique pour le commentaire de quelques chiffres justement extraits de l'enquête lourde dont je vous parlais et qui a été instrumentée il y a quelque temps en arrière pour mesurer un petit peu l'activité qui nous occupe aujourd'hui. À toi, Dominique. Ouais, donc je vais faire vite parce que je pense qu'on a déjà pas mal de retard. Ces chiffres font partie de l'enquête que les équipes de direction remplissent donc en début d'année. Je pense qu'il faut garder quand même une certaine prudence puisque voilà, ce sont les données des équipes de direction. C'est pas forcément à 100% le reflet du terrain puisque peut-être que parfois quelques équipes éducatives ou quelques PPRE peuvent se perdre en route, mais ils ont quand même le mérite de donner une photo à un moment donné de ces dispositifs. Donc, si ça marche, je ne sais pas si ça fonctionne. Donc sur ce premier graphique, vous pouvez constater, on a essayé de regrouper les chiffres de manière à vous montrer un petit peu la disposition sur 3 ans entre notamment le premier et le second degré. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer sur l'évolution par type de trouble sur 3 ans? C'est que, comme ça, à grands traits, on peut déjà remarquer que les données de l'enquête indiquent une plus grande proportion de déclaration des troubles au premier degré, mis à part peut-être les troubles visuels, une majorité de troubles déclarés pour tout ce qui concerne les troubles cognitifs, psychiques et de langage, et une augmentation croissante de déclaration des troubles. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a plus de troubles, ça veut dire qu'on en prend compte autrement. Voilà, juste pour vous rappeler ce diagramme, l'ensemble des plans qui ont été fournis donc, par le ministère il y a peu de temps, puisque sauf erreur, ça date de 2014, avec ce qu'on connaissait déjà, les PAI, les PPRE, les PPS, mais également sont apparus les PAP pour tout ce qui relève des troubles 10, puisqu'auparavant, les troubles 10, on avait tendance à les mettre en PPRE, alors que maintenant, on a vraiment un plan qui est particulier pour les troubles 10. Donc, qu'est-ce qu'on observe sur les données de l'enquête? Eh bien, c'est que on va avoir, alors je descends, voilà, on va avoir des plans d'accompagnement des élèves qui sont très différemment employés selon qu'il s'agisse du premier ou du second degré. Les PPS restent minoritaires. Ils correspondent davantage d'ailleurs au champ du handicap. Ils concernent donc peut-être moins d'élèves ou ils interviennent après que d'autres plans aient été mis en œuvre. Ils relèvent d'une démarche de la famille. Donc là, on est sur quelque chose de différent par rapport au PAI, au PPRE ou au PAP. Et on observe, donc là c'est juste une photo, qu'il y a très peu de PPRE au secondaire. Un tiers des plans relèvent de la maladie chronique et des allergies alimentaires. Parce que c'est aussi quelque chose qui est plus simple à mettre en place. Une maladie chronique, on met un plan en place que la démarche du PPS ou d'autres démarches qui demandent plus d'accompagnement. Qu'est-ce qu'on observe sur cette évolution des différents aménagements sur 3 ans? On observe une nette évolution de l'utilisation des plans d'accompagnement dans les 2 degrés. Le PAP qui a été mis en place récemment est moins utilisé au premier degré, mais c'est peut-être quelque chose qui n'est pas très surprenant dans la mesure où tout ce qui relève des 10, puisque le premier degré concerne aussi la maternelle, proportionnellement, on se rend moins compte d'une dyslexie avant qu'elle soit avérée, c'est-à-dire après 8 ans. Si on projette par cycle, on montre bien la différence d'utilisation des plans d'accompagnement entre les 2 degrés. Là, la marge est assez nette. On voit donc bien cette évolution sur 3 ans et on voit bien l'utilisation différente qui peut être faite dans les 2 degrés, en tout cas dans les déclarations d'intention et de ce que les enseignants mettent en œuvre.
Sur les projets personnalisés de scolarisation, donc ces PPS qui concernent davantage le champ du handicap, on remarque qu'il est davantage représenté au premier degré. Pourquoi? Parce que tout simplement l'accueil d'élèves en situation de handicap peut se montrer limité dans le temps de la scolarité en fonction du champ du handicap, de la nature même du fonctionnement. Un enseignant du premier degré étant le seul référent de la classe, il est souvent plus facile d'accueillir un élève que dans une équipe pluridisciplinaire. Et enfin, la démarche envers les MDPH reste minoritaire. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, la circulaire de 2017 ouvre la possibilité aux familles de s'adresser à la MDPH de leur choix, alors qu'auparavant, on avait tendance à saturer la MDPH de Paris. Et ça a permis certainement de débloquer des situations, même si de nos jours, c'est encore un peu compliqué. Ça reste une démarche qui est maintenant ouverte à n'importe quel MDPH. Et ensuite, sur ces deux diagrammes, vous allez pouvoir donc la répartition des types de prise en charge par les accompagnants. Donc c'est AS, ESH qu'on appelait avant AVS, qui sont majoritairement employés au premier degré. Alors on peut aussi se dire que pour un adolescent, la présence d'un accompagnant peut se révéler plus compliquée à vivre, donc elle est peut-être plus facilement utilisée au premier degré. Et puis, les adolescents aussi gagnent en autonomie, peuvent avoir moins besoin d'un adulte qui les accompagne. L'accompagnant reste majoritairement individuel au premier degré et il occupe une grande partie de la semaine. Puisque là, vous avez les répartitions entre le temps d'enseignement, le temps d'accompagnement dans la semaine et également en accompagnement individuel et accompagnement collectif, enfin mutualisé. Voilà. On va enchaîner maintenant sur la présentation des formations. Donc là, il faut passer le PowerPoint suivant. Très rapidement, en fait, sur les 2-3 graphiques qu'on vous propose de vous présenter, en fait, vous constaterez que nous avons en fait une petite profondeur de vue sur 2 ans. On aurait pu avoir sur les projections 2018-2019 en fait des chiffres complémentaires, mais on a estimé qu'effectivement, à l'époque, au moment où on vous parle, on n'a pas une visibilité totale des chiffres qui seront arrêtés à la fin de l'année 2019, de la saison scolaire 2019, pour une raison simple, c'est qu'on sait toujours qu'il y a toujours un gap entre le nombre d'inscrits au départ sur une formation et le nombre de présents et qui ont suivi la formation. Donc, pour ne pas effectivement polluer en fait ce schéma par une année qui serait plus projective et non pas sur le réalisé, on ne l'a pas intégré. Mais j'y fais mention parce que, en tout cas, sur la projection, les évolutions sont quand même relativement significatives. Donc, vous voyez qu'on a identifier des publics qui viennent en formation sur les sujets relatifs en fait, à la prise en charge des élèves, à besoins éducatifs particuliers. On l'a par degré. Pour le second degré, on les a aussi pour les formations combinées interdegrés. Et on l'a pour tous les personnels. Et vous constatez, pour faire très vite, que les barrettes bleu clair qui renvoient à la réalité constatée, réalisée sur 2016-2017, sont quand même assez largement et dans l'ensemble dépassées sur le plan de formation réalisé en 2017-2018, à l'exception effectivement peut-être de l'offre de formation interdegré qui a été réalisée l'année dernière par rapport à celle qui a été réalisée il y a 2 ans. En tout cas, en public inscrit, en nombre de publics inscrits, l'évolution est quand même relativement significative. Un petit focus sur les durées moyennes de formation. Vous constaterez que, et là encore, nous sommes sur la barrette foncée en 2017-2018, la barrette claire en 2016-2017. Vous voyez qu'effectivement, quelle que soit la durée de cette formation,
en fait, le nombre de stages, a été quand même, le nombre de stagiaires, pardon, a été quand même singulièrement augmenté sur les 2 dernières années. Et comme je vous le disais à l'instant, les projections sur 2018-2019 font état quand même d'une très très probable augmentation à nouveau. Alors, c'était 2 focus en fait un petit peu macro sur l'offre et son évolution, et surtout sur le nombre de personnes concernées par cette offre et sur l'ensemble du réseau. Là, on n'est pas du tout effectivement sur une vision ni par zone ni par pays, mais pour avoir un focus un peu complémentaire sur ce qui concerne la zone ibérique, je passe la parole immédiatement à Giuseppe. Merci Alain. Donc en quelques secondes, si je comprends bien, si je regarde le gardien du temps, quelques mots sur la zone ibérique dans laquelle j'exerce depuis le 1er septembre 2018. Donc on est quelques-uns à être arrivés. Celle-ci comprend 24 établissements du second degré qui scolarisent premier et second degré confondus, en gros 25 000 élèves. Et ces 25 000 élèves sont encadrés en gros par un peu plus de 1700 enseignants. Nous proposons à ces 1700 enseignants 160 actions de formation. Je parle du plan de formation qui a commencé depuis le 1er septembre 2018. 160 actions de formation, dont 137 concernent directement les personnels enseignants du premier et du second degré. Les autres sont destinés au personnel administratif. Sur ces 137 actions de formation, 15 investissent directement des thématiques liées à la différenciation pédagogique, les postures enseignantes, la prise en compte des besoins des élèves, la gestion de l'hétérogénéité ou la formation des entrants dans le métier, mais aussi l'expérimentation pédagogique. À cela se rajoute, je vais probablement oublier de vous le dire, ces actions de formation sont strictement liées aux besoins que nous font remonter les enseignants. Il n'y a pas de filtre entre les besoins qui nous sont remontés et les actions que nous organisons. Donc je disais, 15 actions qui investissent directement la différenciation pédagogique, 10 autres actions qui traitent directement des élèves à besoins éducatifs particuliers. C'est un besoin massif qui nous est remonté de la part des enseignants. Au-delà de ces chiffres précis, je tiens à préciser que l'ensemble des actions, donc les 160 actions, qui sont validées par les membres des corps d'inspection, qui sont dispensées par des inspecteurs, des formateurs académiques ou des conseillers pédagogiques du premier degré, abordent systématiquement, et c'est le format que nous avons choisi, que les thématiques soient disciplinaires ou interdisciplinaires, transversales, elles abordent la question de l'adaptation aux différents profils des élèves. C'est un véritable fil rouge qui guide l'action de tous les intervenants. C'est une injonction qui a été faite aux intervenants. C'est donc vraiment un élément commun de ces actions de formation. L'idée est bien évidemment que nous essayons d'installer et que cette prise en compte de tous les profils des élèves fait partie intégrante du métier, du quotidien de l'enseignant. L'organisation que je viens de vous décrire, spécifique à la zone Europe-Ibérique, est quasiment identique pour les 16 autres zones qui regroupent les établissements dans le reste du monde de la EFE. Peut-être vous donner un chiffre sur la formation des cadres qui est également très importante. Nous sommes 17 inspecteurs à nous répartir les établissements et les zones dans le monde des établissements français à l'étranger. La moitié d'entre eux ont une spécialisation sur la SH. Je terminerai en disant qu'il y a des actions de formation pour les enseignants, nous venons de vous les décrire. Il y a également des collaborations vertueuses sur lesquelles il me semble devoir en tout cas faire une certaine publicité, celle entre l'INSHEA et l'ESEN, qui a créé un parcours de formation destiné aux cadres d'une durée de 54 heures, qui s'intitule, et le titre parle de lui-même, Parcours inclusion scolaire. J'ai eu la chance de suivre ce parcours l'an dernier. Je crois que vraiment c'est une opportunité remarquable qui m'a été laissée, qui m'a été octroyée. Merci. Oui, donc je pense qu'il est quand même important de préciser que sur les chiffres de formation en effectif, si vous voulez, qui sont très très évolutifs sur les 2 dernières années et qui continuent à l'être, on est là sur effectivement des formations enregistrées dans les plans de formation de zone, mais on n'a pas la possibilité très concrète, sauf exception, de comptabiliser en fait les formations qui
peuvent être à l'initiative de chaque établissement sur les mêmes sujets. Là, on est sur des formations effectivement qui concernent l'ensemble des sujets relatifs à la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers. JUCP insistait sur le fait qu'on est à la fois sur l'inclusion, la différenciation, mais que c'est important aussi de ne pas négliger cette réalité. Je voulais juste en profiter pour vous toucher 2 mots. J'ai une très bonne nouvelle pour vous, en fait. Je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, on a tous les mêmes besoins. Et sans sacrifier à la présentation de la pyramide de Maslow que vous connaissez tous, j'en arrêterai 2 volontiers. Le besoin de reconnaissance et le besoin d'appartenance. Ce besoin est fondamental chez chacun des individus. La difficulté, c'est que effectivement, les stratégies qu'on a les uns et les autres pour couvrir nos besoins ne sont pas forcément les mêmes et elles peuvent être parfois antagonistes. Et ça pose effectivement la question, quand on parle de l'appartenance et quand on parle de la reconnaissance, en fait, très rapidement, on parle des questions coopératives, on parle de la question de la synergie, de la complémentarité des compétences, parce qu'il a été souligné par Serge Thomaset à plusieurs reprises ce matin, notamment, mais aussi par José tout à l'heure, qu'il y a des enjeux de coopération énormes dans la prise en charge cohérente, continue, convergente, pertinente de ces élèves à besoins éducatifs particuliers. J'aurais tendance à penser qu'il en est de même des enfants comme des adultes, c'est-à-dire que si en fait on est au clair entre adultes et si on se met au clair sur nos propres besoins, si on se met au clair sur les périmètres respectifs de responsabilité, de compétences et d'appartenance de chacun, quel que soit le métier et quelle que soit la catégorie de l'intervenant auquel on peut faire référence là-dessus, je pense qu'effectivement, il y a moyen d'avancer. Et plus on est au clair sur ce périmètre de compétences, d'appartenance et de responsabilité de chacun entre soi et entre adultes, plus on trouve sa place. Et plus on trouve sa place dans une communauté scolaire, eh bien, plus on a de chance, effectivement, de donner la place à chaque élève, sa place, à la fois dans l'établissement et dans la classe. Je pense que tout ça fait système. De la même manière que quand je vous parlais tout à l'heure des leviers de l'agence, la communication externe de l'agence et des établissements fait système avec la capacité de l'agence et des établissements à mieux coopérer en interne. On communiquera à l'extérieur d'autant plus efficacement et de manière beaucoup plus appropriée qu'on est effectivement en interne de plus en plus raccro sur effectivement les conditions à mettre en place pour accueillir mieux et toujours plus les élèves à besoins éducatifs particuliers. Tout ça fait vraiment, à mon sens, système. Alors, juste pour terminer, quelques points très très rapidement, pour vous dire qu'au sein de la mission laïque, par exemple, nous avons dans notre offre de recrutement des postes à profil où justement les critères cette année ont évolué au niveau du recrutement. On peut sélectionner des enseignants qui ont une capacité, soit un KPSH, soit un KPI. Et donc, ce sont des critères qui leur donnent des points en plus pour pouvoir intégrer nos équipes. Un deuxième point, c'est l'importance des équipes éducatives. On parlait tout à l'heure de ces équipes pluricatégorielles. Donc, les équipes éducatives qui réunissent les enseignants, la famille, les spécialistes, le médecin scolaire, indispensable pour justement prendre les bonnes décisions pour le parcours de l'enfant. L'importance de la coopération entre enseignants et de la formation entre pairs. Nous développons une plateforme de formation, le forum pédagogique, qui vise justement à mutualiser les bonnes pratiques. Comment est-ce que les enseignants entre eux peuvent s'entraider pour justement aménager au mieux les parcours de ces élèves. Et puis, je voudrais vous faire un petit clin d'œil sur le concours C'est ton droit que la mission laïque organise chaque année et qui est directement associé à la CID, la Commission internationale des droits de l'enfant. En 2016-2017, le sujet du concours était le droit d'aller à l'école. Et je voudrais vous présenter l'équipe qui a gagné le premier prix. Les écoles qui participent à ces concours parraine une ONG et donc le prix qu'ils gagnent va directement à l'ONG. Donc là, ils ont gagné un premier prix, ils ont gagné plusieurs milliers d'euros qu'ils ont reversés à une ONG. Et vous allez voir ce que des enfants justement peuvent faire quand ils parlent de leur droit d'aller à l'école.
On va passer maintenant rapidement aux questions. Je pense à nos petits camarades de Zurich et Bruxelles qui n'ont pas l'habitude de terminer à 14h et qui ils doivent se dire qu'on est devenu fous. Mais ceux de Madrid savent que des fois c'est 15h. Alors voilà. Une question m'arrive sur la position de l'AEFE concernant la possibilité de l'intervention des thérapeutes, orthophonistes, ergothérapeutes au sein des écoles de réseau. Je vous disais tout à l'heure en introduction que quand on raisonne en fait au niveau de l'agence, le problème de l'agence en fait c'est de faire réseau en réalité, puisque si on a effectivement des établissements qui sont des entités isolées les unes des autres et qu'on n'a pas qu'on se donne pas de possibilité de régulation de l'ensemble de ce réseau, on a finalement au total plus de politique, d'où la création de l'observatoire dont je vous parlais tout à l'heure. On est là, j'avais pris une autre précaution aussi tout à l'heure en vous disant que ces questions de transposition en fait du droit des institutions, des dispositifs médico-sociaux, etc., tels qu'on les connaît sur le territoire national, on ne peut pas les connaître à l'identique sur les autres territoires tellement l'hétérogénéité est forte. Vous avez un élément de complexité supplémentaire, en fait, des catégories d'établissements, une typologie des établissements qui est relativement importante aussi, avec des modes de gouvernance différents. Vous avez aussi, au niveau des publics enseignants et des publics scolaires, beaucoup de disparités d'un pays à l'autre, d'un établissement à l'autre. Donc tout ça, pour répondre à la question, il ne saurait y avoir, en fait, une position, comment dire, un peu transcendante de l'AEFE sur ces questions. L'idée, et vous l'avez compris, et les enjeux, en fait, consiste à trouver les moments, les dispositifs de la meilleure coopération possible entre professionnels pour servir effectivement l'inclusion scolaire de l'élève. Donc il n'y a pas de refus de principe de l'intervention de ces professionnels dans les établissements. Le problème, c'est que vous avez des pays ou des établissements où il n'y a pas de professionnels. Il n'y a pas longtemps, j'étais au Maroc. Vous savez, les institutions médico-sociales au Maroc qui pourraient éventuellement utilement contribuer à la prise en charge de ces élèves à l'école, elles ne sont pas légion. Donc, à partir du moment où les coopérations sont possibles localement, à l'initiative de l'établissement, en référence à la politique de l'établissement, il n'y a aucun souci, aucune résistance de l'AEFE sur ce sujet. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas possible d'avoir une position globale sur une telle question, puisque les réalités elles-mêmes sont d'une très grande hétérogénéité. Voilà. Alors, formation continue. Y a-t-il une obligation de formation pour les enseignants de façon générale et au sujet de l'inclusion scolaire? Y a-t-il une formation en ligne sur les AESH? Y a-t-il un partage de bonnes pratiques au niveau des établissements du réseau? Comment s'assurer du suivi des élèves? Oui, alors là, il y a 4 questions en une. Alors, vous avez, comme je vous le disais tout à l'heure, en commentant très rapidement les deux histogrammes, là, vous avez effectivement une offre de formation qui est établie au niveau d'une zone, et vous avez aussi parfois à l'initiative des établissements des formations sur site qui sont proposées. Si vous voulez, il n'y a pas d'obligation formelle en fait, à ce que chaque enseignant ait son taf de formation annuel, par exemple, si c'est ça le sens de la question. D'autant que vous avez, selon les zones, en fait, des problématiques très, très importantes, avec un effort très important de formation de ce qu'on appelle les personnels recrutés locaux non titulaires de l'éducation nationale, qui, dans certaines zones, vraiment demande un accompagnement très très important compte tenu du nombre qu'on accueille dans les établissements scolaires. Il n'y a pas non plus de caractère obligatoire aujourd'hui au niveau du réseau à imposer des formations à l'inclusion scolaire à nos personnels enseignants. Moi, j'aurais tendance à penser qu'effectivement, dans chaque établissement, en fonction des problématiques rencontrées, on doit s'organiser effectivement pour, et d'ailleurs dans les établissements, il y a une cellule formation continue qui doit théoriquement élaborer un travail ou produire un travail de diagnostic et d'élaboration des besoins de formation pour chaque établissement. À l'issue de ce travail d'élaboration de la dite cellule, les enseignants ont vocation effectivement à s'inscrire dans telle ou telle formation de leur choix, mais de leur choix en référence dans toute la mesure du possible, à la politique d'établissement et aux besoins de formation des personnels enseignants du dit établissement. Donc si effectivement il y a une problématique d'inclusion scolaire forte parce qu'il y a une pression à la scolarité d'un certain nombre d'élèves dans l'établissement sur la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers, en termes politiques, le portage politique de la formation dans l'établissement devra effectivement s'orienter vers un peu plus de volontarisme que là où on n'accueille aucun. Enfin voilà. Donc je pense que je prends deux situations extrêmes volontairement. Mais en tout cas, il appartient à chaque établissement de porter sa politique de formation, d'identifier ses besoins et de faire en sorte que les enseignants qui ont ces besoins-là puissent effectivement derrière s'inscrire.
Une formation en fait en ligne sur les AESH, il n'y a pas de formation en ligne sur les AESH stricto sensu. En revanche, il y a des pratiques de formation selon les zones concernant les AESH qui peuvent être plus ou moins développées. Je fais, par exemple, j'ai spontanément à l'esprit la situation marocaine où on a une formation très volontariste et pas en ligne, en présentiel, découpée sur le pays, des AESH qui sont recrutés donc par les familles, il faut s'en rappeler, vous le savez mieux que moi. Effectivement, selon les zones, là encore, selon la pression locale qu'on peut avoir concernant le besoin de recrutement et de formation des AESH, on va avoir des réponses qui vont être relativement différentes. En tout état de cause, et ça a été évoqué par José tout à l'heure, et même par Serge Thomaset durant la matinée, on a des enjeux de formation importants sur ces personnels compte tenu de leur niveau initial de recrutement, et c'est pas une préoccupation qui échappe à l'AEFE. Donc je pense qu'avec la collègue qui s'occupe plus particulièrement de la formation continue à l'agence, c'est probablement un sujet pour être de plus en plus performant, de plus en plus complet, de plus en plus exhaustif sur ces questions de formation. Ce n'est pas du tout un sujet qui est écarté effectivement du champ de préoccupation de l'agence, au contraire. Donc retenez qu'à ce stade, il y a effectivement des pratiques relativement volontaristes et importantes compte tenu des besoins constatés ici, un peu moins là, mais en tout état de cause, et c'est le rôle de l'agence, il y aura un rôle de régulation et d'impulsion à réaliser sur ce plan-là. Y a-t-il un partage de bonnes pratiques au niveau des établissements du réseau ? Un partage de bonnes pratiques. On a effectivement au niveau de l'Observatoire des élèves à besoins éducatifs particuliers, ça a été, je vous dis, moi j'ai trois mois d'ancienneté dans l'agence, mais en tout cas ce que je sais, c'est qu'au moment des différentes réunions des 2 années passées, des témoignages en visioconférence à distance en fait étaient proposés aux membres de l'Observatoire. Alors c'est une intrusion, si vous voulez, pas une intrusion, c'est une proposition peut-être encore un peu timide, mais qui a vocation à arroser, si vous voulez, à diffuser à l'ensemble des partenaires et des acteurs de cet observatoire. Après, l'organisation de bonnes pratiques, si vous voulez, on peut la comprendre et l'envisager et l'organiser en fonction des formations de zone parce que selon les zones, encore une fois, on a vocation non seulement à apporter des éléments, des réponses, à travailler sur le comment on fait dans les classes et dans les établissements sur ces questions-là, mais les personnels qui suivent ces formations-là ont vocation aussi à s'outiller pour travailler dans leur propre établissement, dans la foulée de cette formation, avec leurs propres collègues, dans un esprit un petit peu de démultiplication et de mutualisation et de partage. Mais ça s'organise, ça se travaille, et ça ne va pas de soi. Comment s'assurer du suivi des élèves ? J'entends par là, dans cette question, peut-être la traçabilité du parcours scolaire, effectivement, de l'élève scolarisé. J'entends un petit peu ça derrière. Je ne sais pas si le pendant qu'on peut avoir de ce suivi, c'est les structures qu'on connaisse pour le premier et le second degré dans les structures ASH en fait, métropolitaines. En tout cas, au niveau des établissements, il y a effectivement nécessité, on s'y emploie ici, là, avec des moyens, des choix d'organisation et de personnes qui peuvent être différents, à essayer effectivement de tracer le parcours de ces enfants de façon à ce qu'effectivement, et quand les personnels changent, parce que les personnels ont aussi vocation à bouger, eh bien la situation de l'élève dans cet établissement puisse être suivie sans qu'effectivement on ait un problème de mémoire derrière qui donne le sentiment à chacun, éventuellement nouvel arrivant, de reprendre le problème à zéro comme si c'était rien passé avant. Je vois dans cette question un enjeu à la fois de mémoire, d'archivage, d'objectivation, de documentation aussi du parcours de l'élève dont il faut s'emparer collectivement, mais en même temps dans le respect d'un certain nombre de principes. Je pense notamment aux considérations médicales relatives à l'élève, etc. Donc c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, mais en même temps il faut être relativement vigilant et je pense que l'agence devra mobiliser sa réflexion collective sur cette question. Si je peux me permettre, juste par rapport... donc bonjour, Jeanne Lagabrielle, attachée parlementaire de Samantha Casbonne. Par rapport à la question sur les ressources en ligne ou la formation en ligne, a été annoncé le 18 octobre dernier au colloque sur l'éducation inclusive organisé par le ministère de l'Éducation nationale, le lancement en septembre 2019
pour les enseignants français et donc à l'étranger, ceux qui possèdent une adresse académique. On va travailler pour que ce soit pour tous les enseignants. Une plateforme qui va permettre aux enseignants d'avoir des outils extrêmement précis, non seulement pour les accompagner dans leur observation des élèves à besoins particuliers, mais aussi pour les accompagner dans l'accompagnement avec à la fois des capsules théoriques et des outils extrêmement pratiques où on va pouvoir, par un système de filtre, aller vraiment au plus près du besoin de l'élève dans la classe, dans son environnement aussi scolaire, et dans l'environnement de la classe et l'environnement de l'établissement. Donc voilà, ça fait partie aussi des bonnes nouvelles pour les enseignants. Je vous remercie pour cette intervention. Juste un petit mot de complément du coup là-dessus, c'est que on est par définition sur une offre globale de formation mondiale, et on a effectivement des personnels, des personnels d'encadrement disséminés dans le monde entier, dans 138 pays aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est vrai que la question de la formation et de l'ingénierie de formation est vraiment énorme. Et c'est vrai qu'il faut qu'on travaille au jour d'aujourd'hui sur des outils d'ingénierie et des outils à distance qui existent. Je crois savoir que sur un passé récent, on avait quelques difficultés à travailler sur une plateforme qu'on appelle Magister, avec la possibilité de construire de A à Z des parcours de formation en ligne et à distance, avec des scénarisations en fait de parcours vraiment à travailler. C'est un énorme boulot. Je veux dire, construire un parcours de formation, c'est écrire un manuel scolaire d'une certaine façon. Problème de scénarisation, etc. En tout cas, sur ces questions de formation à distance et sur la question de l'utilisation de cette plateforme, on est en train d'avancer, je pense, très très significativement au niveau de l'agence en relation avec la DGESCO pour utiliser justement cet outil à un niveau vraiment macro et global et aller vers une mutualisation de plus en plus importante en fait, des parcours de formation qui seront proposés. Sachant qu'on a d'ores et déjà la possibilité ici ou là, d'aller chercher des parcours de formation en fait, académiques ou nationaux, mais on a quelques soucis d'accessibilité, quelques soucis d'identifiant qu'on traitera, je pense, à relativement court terme. Mais l'enjeu de la formation à distance et de l'ingénierie de la formation à distance est crucial dans un réseau comme le nôtre, vous vous en doutez. José, excuse-moi. Sur la formation, d'abord pour ce qui concerne la formation des AESH, on a réalisé à la demande de la DGESCO alors ce n'est pas une formation à distance, c'est un ensemble de supports qui a été diffusé dans toutes les académies pour assurer les 60 heures de formation d'adaptation à l'emploi pour les AESH. Donc c'est pas une formation complète, mais c'est des outils de formation qui sont à la disposition de l'académie et nous on ne le diffuse pas, c'est la DGESCO qui le diffuse, mais je veux bien considérer que l'agence est une sorte d'académie à extension mondiale et t'envoyer les supports qui sont libres de droit, qui peuvent être utilisés pour... alors, qui datent de 2014, donc il y a un certain nombre de choses qui sont un peu à actualiser, mais c'est déjà un outil. Et deuxièmement, j'en profite pour répondre à une question qui nous est parvenue. Existe-t-il une formation KPI en accéléré pour les professeurs comme ce qui est fait pour les personnels d'encadrement? Non. La formation est lente, forcément. Mais nous avons, et ça complète aussi ce que disait Alain Trintignac à l'instant, nous avons réalisé un module sur la plateforme Magister, sur l'éducation inclusive, qui est accessible à tous les enseignants qui ont accès à la plateforme. Mais qui est un module d'initiation, ce n'est pas le KPI en accéléré, c'est un module de sensibilisation pour tous les enseignants. Vous voyez à quoi sert de telles journées? On rassemble des ressources, on partage des ressources, c'est super. Pas de formation accélérée, mais peut-être tout à l'heure un repas accéléré, en attendant une dernière intervention de Dominique. Oui, juste une dernière petite chose sur la formation des enseignants. Nous organisons, et l'AEFE le fait également, des formations en partenariat avec les ESP. Et dans ces ESP, donc avec une formation avec un temps en distance et un temps en présentiel, il y a une forte partie à distance justement. Et dans ces formations pour les enseignants, formation continue et formation initiale, il y a à chaque fois un volet sur l'école inclusive. Serge, une dernière réponse à des questions? Oui, une question effectivement très pertinente. Pourquoi parle-t-on encore de personnes handicapées si chacun de nous, à sa manière, est handicapé ou bien a des limites?
Oui, effectivement. Alors là, en fait, je peux reprendre une formulation de Serge Ebersol dont parlait José Puig tout à l'heure. Il dit le concept de personne handicapée est devenu purement administratif. C'est vrai qu'on a besoin du handicap pour être reconnu comme tel, ce qui ouvre des droits à compensation. C'est nécessaire. Après, en effet, la bascule qu'on est en train de faire tous ensemble, c'est bien de considérer que l'école, pour être inclusive, doit prendre en compte les fragilités et les particularités de chacun, qu'elles proviennent d'une limitation du corps, telle que la définition du handicap nous amène à les poser, ou d'autres fragilités. Merci à chacun d'entre vous. Je crois qu'on a abordé à la fois des questions très générales, mais aussi des réponses extrêmement concrètes. Maintenant, on va avoir quand même un grand moment de débat et de discussion cet après-midi. On va essayer de tenir les délais, hein, Sabine me l'a redit. Donc, mangeons en accéléré. Je crois que c'est possible. Et de reprendre à 15h30 dans les différents endroits. Merci à vous et bon appétit.